Alors on va enchaîner sur la table ronde sur les leviers institutionnels. J'invite donc Éric Facra, Jean-Yves Franquet, Alice Maubert et Frédéric Mouchon donc à me rejoindre, j'allais dire sur scène, oui c'est ça. Alors pour introduire un petit peu cette table ronde, oui, je vais essayer de synthétiser un petit peu ce qui nous a marqué dans Pleine Guerre sur ces aspects institutionnels, mais on a été très surpris lors d'un entretien avec un directeur général d'entendre parler de fugue thérapeutique. C'était le directeur général lui-même qui nous disait qu'il était convaincu de laisser les patients partir, mais partir pour mieux revenir. Donc voilà, on s'est dit, oula, ben les directeurs ont l'air d'avoir un rôle à jouer dans ces établissements, que ce soit pour défendre la politique d'ouverture ou en tout cas aussi pour soutenir les équipes dans leur choix. Par exemple aussi le choix de ne pas construire de chambres d'isolement, ce qui nous a conduit là, en l'occurrence aux acteurs du territoire, c'est-à-dire le préfet, les ARS, quel rôle ils jouent aussi dans cette affaire-là, facilitant mais aussi empêchant potentiellement. Et ça nous a conduit aussi à la notion de culture institutionnelle qui a été présentée brièvement ce matin lorsqu'on nous a présenté la structure des résultats. Et à contrario, voilà, des choix opérés aussi par des directeurs généraux, comme celui de fermer des unités ou de remplacer des infirmiers, nous ont été indiqués comme susceptibles de fragiliser le moindre recours. Et là, les communautés médicales, en revanche, sont apparues aussi comme des acteurs importants, permettant de garantir sur le long cours la pérennité du moindre recours. Donc c'est un peu tous ces aspects-là qu'on aimerait aborder lors de cette table ronde, mieux comprendre les effets de ce niveau institutionnel, entendu au sens large, donc à la fois des actions des instances, des directeurs, des ARS, des préfets, du cadre réglementaire, etc. Donc pour ce faire, on a invité 6 personnes. Donc Justine Liotier, tu es psychiatre chef du pôle de psychiatrie du centre hospitalier Bleuès-Durance. Jean-Yves Maquet, donc vous êtes impliqué dans de nombreuses, donc membre de l'UNAFAM, impliqué dans de nombreuses commissions au niveau de la région PACA. Je vous laisserai nous expliquer tout ça. Et surtout, vous avez été impliqué dans une dynamique au niveau du GHT des Bouches-du-Rhône pour abolir la contention. Donc voilà, je vous invite à nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Ensuite, Éric Facra, psychiatre et professeur de psychiatrie, responsable du secteur Saint-Étienne du pôle de psychiatrie du CHU, coordonnateur de plusieurs projets sur la question du moindre recours et qui nous parlera de la visite du CGLPL justement et de la politique de moindre recours au niveau du pôle de psychiatrie. Frédéric Mouchon, vous êtes directeur des soins au centre hospitalier de Val-Vert. Vous nous parlerez de la culture institutionnelle dans cet hôpital ainsi que des liens avec les acteurs du territoire. Et Alice Maubert, donc, à l'autre bout de la table, psychiatre, chef de service au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Et vous nous parlerez, vous, du fait d'être un pôle peu coercitif au sein d'un gros hôpital qui ne partage pas nécessairement les mêmes pratiques. Quels sont les enjeux? On va peut-être commencer dans l'ordre. Justine, parce que c'est chez vous, c'est à Bleuès-Durance qu'on a entendu donc, ce directeur nous parler de la fugue thérapeutique. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer comment à ton niveau, et au niveau de la communauté médicale, vous parvenez à ce résultat? Malgré tout, on a aussi repéré dans ton hôpital des points de tension avec, dans l'histoire, avec cette même direction, parfois, qui peuvent avoir potentiellement des effets sur le moindre recours. Donc est-ce que tu pourrais nous faire état aussi de ces points de tension et nous parler de leurs effets? Et si l'on sort de l'hôpital et que l'on situe à l'échelle du territoire, quels sont les freins et leviers institutionnels? Ça fait beaucoup, mais prends-toi, sens-toi libre de prendre, voilà. Donc, je ne vais pas répondre à tout en 5 minutes. Mais en tout cas, donc, la question de la fugue thérapeutique, ça fait un peu le lien, on en a parlé tout à l'heure. Donc la fugue thérapeutique, on était bien embêtés avec ce truc-là qui est ressorti dans la bouche d'un directeur. Je suis allée voir au niveau scientifique, dans PubMed, vous ne trouverez rien en fugue thérapeutique. Je suis allée voir les anciens de l'hôpital pour savoir où ça venait, ce truc-là. En fait, je pense que ça a commencé par une boutade provocatrice. À un moment, on a dit c'est une fugue thérapeutique. Et en fait, il s'agissait, je pense, de sortir d'une culpabilisation mortifère de quelque chose qui peut être un échec et qui vient nous figer. Le patient a fugué. Alors déjà, il n'a pas fugué, il est sorti à l'insu du service. On met un petit peu de bon cœur dans ce qui se passe, c'est ça le terme. Et là, on se retrouve un peu figé par ce truc, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on se rend compte aussi que cette boutade-là, elle devient quelque chose de... On a envie d'en faire quelque chose de thérapeutique, en fait. C'est le soignant qui a envie d'en faire quelque chose de thérapeutique. Et là où ça pourrait être un passage à l'acte, une espèce de rupture, on décide d'en faire un acte thérapeutique.
Et pour ça, on fait un peu confiance à la personne qui s'en va. Et là, les infirmiers sont très compétents là-dessus. On va vraiment essayer de prévenir, dans la singularité de chacun, les gens qui y a autour pour essayer de faire revenir la personne. Parce que c'est ça l'enjeu. On va créer une continuité de la prise en charge malgré ce passage à l'acte, ce truc qui fait rupture. On va en faire quelque chose. Donc pour un tel, on va appeler le père, on va appeler le centre 15. Pour un autre, on est un peu plus inquiet, on va appeler la gendarmerie. Pour un autre, on sait que c'est le voisin, des fois qui est plutôt soutenant, donc on va l'appeler pour qu'il nous prévienne. On va essayer d'organiser les choses pour que la personne revienne. Et du coup, comme si on organisait en fait un filet de sécurité autour de la personne, je vais essayer de porter ça et pour transformer cette errance en trajectoire. Vraiment, y mettre du sens. Ça évite le côté un peu potentiellement punitif du retour. Et vous êtes rentré, maintenant on va vous enfermer dans la chambre parce que quand même il ne faudrait pas repartir dessus. On sort de ça, c'est-à-dire que la personne est partie, elle a fait peut-être aussi son expérience de liberté, c'est un peu les retours qu'on a de certains soignants, et elle voit qu'elle peut revenir et que les choses reprennent en fait, et qu'on continue, et qu'on est là, et qu'on continue à élaborer ensemble. Et du coup ça permet de se décaler un peu. Alors effectivement, pour que ça arrive jusqu'au directeur, donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est un mot qu'on utilise régulièrement. On est un peu allé regarder aussi qui sort à l'insu du service. Donc on a des patients qui sont des super fugueurs, donc qui sortent beaucoup. Ça fait beaucoup d'allers-retours, ça fait beaucoup de mouvements. Mais après, je sais pas, 100 sorties à l'insu du service, quelqu'un qui arrive à rester et vous arrivez à en mettre en place en acte, et après il vient au CNP, il a son suivi. Enfin, voilà, en fait, ça a du sens. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fallu prendre des risques pendant les 6 mois où il y a eu énormément de sorties, mais voilà, ça avait du sens pour le lien. Et quand même, ce qu'on arrive à montrer, c'est qu'en dehors de ces super fugueurs, la plupart des gens reviennent. Ils reviennent. Et quand vous avez un soignant hospitalisé en soins sous consentement qui revient dans le service volontairement, parce que l'infirmier l'a appelé, il a négocié, il a dit bon, allez, demain matin à 8h, je t'envoie un VSL, tu montes dans le VSL, tu reviens dans le service, les 22h le soir par exemple, il revient. Là, la contrainte, elle se pose un peu la question. En tout cas, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Donc voilà, je pense qu'à force de le répéter, le directeur arrive à s'en saisir aussi, parce que c'est quand même une sacrée prise de risque pour le directeur, ce genre d'histoire aussi. On est collectivement en train de prendre un risque. Voilà, de manière un peu plus générale, sur les freins et les leviers, on ne sait pas trop comment on fait. Je pense que la question de l'acculturation, elle est importante, et c'est un peu ce qu'on voit là, d'arriver à aller parler avec le directeur, avec l'administration, mais aussi aller parler avec le JLD, aller parler avec le préfet, aller parler avec les différentes instances pour essayer de les mettre un peu dans le bain de qu'est-ce qu'on fait avec la gendarmerie. On a un lien très fort avec la gendarmerie, on appelle, on lui demande est-ce qu'on va chercher la personne ou pas, est-ce qu'on est très inquiet ou pas trop inquiet, comment est-ce qu'on organise les choses. Donc voilà, il y a cette acculturation à faire. À l'inverse, une culture c'est dynamique, et nous aussi, on peut s'acculturer avec des modes de faire dans la société et des ambiances plus sécuritaires et des injonctions plus sécuritaires qui existent et qui sont très présentes. Et donc il faut aussi garder ça, faire attention à ça. Dans nos grands problèmes d'acculturation, je noterais, alors beaucoup sont embêtés par la loi qui oblige qu'on ait le juge des libertés qui vienne mettre son nez dans le isolement. Nous, on est embêtés par le décret du 29 septembre 2022, qui est passé inaperçu, qui est relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité en psychiatrie, qui vient imposer d'avoir une chambre d'isolement surnuméraire dans les services où il y a des soins sans consentement. Ça veut dire qu'on associe soins sans consentement et isolement. On ne peut pas penser les choses différemment. Et ça, derrière, on a des beaux discours où il faudrait faire du moindre recours, et à côté de ça, on a des lois qui viennent associer ça. Ce champ d'isolement égale dangerosité, égale tout ça. Nous, on n'a pas de champ d'isolement surnuméraire. On a des chambres sécurisables. C'est hyper bancal comme dispositif, mais c'est le nôtre. Et dans le nôtre, on n'isole pas beaucoup. Et du coup, là, on doit reconstruire notre bâtiment, et on est obligé d'avoir les chambres d'isolement. Donc on va devoir s'acculturer. Et là où on ne parlait jamais de comment bien isoler, parce que ce n'était pas envisageable, c'était toujours bancal, on commence à réfléchir à comment est-ce qu'on peut bien isoler. Et voilà, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui arrive. Donc on dit changer, c'est difficile, c'est fatigant, mais tenir, c'est aussi épuisant. C'est une énergie et un dynamisme qu'il faut avoir tous les jours et qu'il faut garder en mouvement tous les jours. Ça a du sens, et je pense que c'est pour ça qu'on le fait. Voilà. Merci. Et juste une petite ouïe sur
le préfet aussi, vous avez pu voir des différences sur les préfets, effectivement. Voilà, et quelles conséquences sur ce qui se passe dans l'établissement, concrètement? Oui, à chaque fois que ça change, il faut refaire. Et puis il y a des préfets plus ou moins exigeants. Et là, notamment sur la question des SPDRE et des sorties. Enfin, il faut qu'ils sortent des fois, d'abord une fois, puis une fois, accompagnés, non accompagnés. Et ça retarde la prise en charge. Et ça, par exemple, on est un peu coincé avec ça. Donc on essaie de subvertir toujours en essayant d'aller très très vite. La personne arrive, on est déjà en train de se dire, allez, dans les prochains jours, là, il faut qu'il fasse sa première sortie pour essayer d'avancer. Mais par exemple, là, avec le préfet actuel, on ne peut pas faire autrement que d'avancer, de faire par étapes. Et du coup, ça fait des soins qui sont très longs. Enfin, plus il y a pas 7 jours de durée d'hospitalisation, à partir du moment où il y a un SPDRE, ça fait forcément des choses. Donc, bon, c'est des choses qu'on retrouve. Oui, c'est très dépendant. Et on sent quand même que pour les préfets, ça doit être aussi dur. Enfin, ils ont aussi des injonctions sécuritaires. Alors peut-être pour rester un petit peu, je vais faire un peu dans le désordre, mais pour essayer d'introduire un petit peu une cohérence, le centre hospitalier de Val-Vert, vous êtes aussi dans ces dilemmes-là, dans potentiellement des difficultés avec les acteurs du territoire. Ah, vous entendez pas? Ah ouais, là vous entendez dans la salle? Ouais, ah mince. Ah, c'est Val-Vert, c'est Oui, oui. Excusez-moi, on n'entend rien, ça résonne énormément, du coup. Mais on a l'impression d'une culture très forte à Val-Vert qui vous permet, effectivement, ce qu'on a appelé une culture institutionnelle, qui vous permet de maintenir le moindre recours malgré ces pressions extérieures. Donc une culture institutionnelle basée sur des valeurs d'ouverture. Donc est-ce que vous pourriez nous dire précisément en quoi cette culture participe au moindre recours? Surtout, comment cette culture, elle se perpétue, elle se maintient à l'échelle d'un établissement entier, c'est pas une mince affaire. Et notamment à votre niveau, vous êtes directeur des soins, quel est votre rôle en interne, mais aussi en externe auprès de ces acteurs du territoire qui ont été cités? Ok. Alors moi bonjour à tous, j'ai vraiment la chance d'être directeur des soins à Val-Vert. On entend tout le temps Val-Vert. Je suis très sollicité. Il y a Madame Guizard de la NAP dans la salle, elle le sait. On appelle tout le temps Val-Vert, comment vous faites. Tout comme Frédéric dans la table ronde d'avant, je ne sais pas répondre systématiquement comment on fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un leadership quand même médical important et paramédical sur la question du moindre recours. Moi, il y a une dynamique dans l'établissement qui est extrêmement facilitante pour porter ces sujets-là. Ça a été dit tout à l'heure, mais j'insiste quand même sur... il n'y a pas de contention à Val-Vert, je crois qu'il n'y en a jamais eu, donc c'est vraiment pas un sujet à Val-Vert. Mais dans les valeurs, elles peuvent être aussi portées par la manière dont l'établissement est conçu. On a un hôpital qui permet de faire du dedans-dehors, et ça c'est une richesse que je pense tous les établissements des EPSM n'ont pas, et ça permet aussi de pouvoir porter ces valeurs sur la durée. Ensuite, on a à Val-Vert de nombreux espaces d'expression informelle et d'espaces d'expression formelle. Toutes les réunions communautaires, les analyses de pratiques professionnelles, les réunions cliniques, tous les services bénéficient de supervision. Et ça, vraiment, ça contribue à porter les valeurs et à développer la culture d'analyse réflexive de la part des professionnels. Ça donne du sens. Et ça permet aussi vraiment l'amélioration des prises en charge, et ça c'est quelque chose qu'on souhaite développer, et moi en tant que directeur des soins, je fais le nécessaire pour que ça puisse se faire. C'est pas toujours simple, parce qu'il faut que les professionnels puissent dégager du temps, il faut caler les organisations pour que chacun puisse participer, mais globalement on y arrive et c'est très riche en termes de résultats. Ensuite, par rapport aux valeurs, là on est en train de rédiger notre nouveau projet d'établissement, 2025-2029. Dans l'ancien, c'était déjà écrit, mais on va à nouveau le reformuler et insister sur l'importance de maintenir cette ouverture au sein de l'établissement. La réflexion sur le moindre recours au champ d'isolement, c'est une réflexion qui a porté depuis plusieurs années à Val-Vert, ça a été dit tout à l'heure dans les zones groupes par mes collègues, avec de nombreux espaces d'échange co-construits avec les usagers, les professionnels.
Et ça va nous permettre, j'espère, d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé de diviser par 2 le nombre de chambres d'isolement à horizon 4 ans, 5 ans max. On passerait de 8 à 4. Et ça, c'est les valeurs portées. Je trouve que globalement, il n'y a pas de très grosse résistance. Il y en a, hein, je ne vois pas que du rêve, il y a des résistances, mais globalement, quand on donne du sens, les équipes suivent et les résultats sont quand même extrêmement intéressants et positifs en termes d'avenir pour l'établissement sur ce sujet-là. Alors après, sur les difficultés, comme tous les directeurs des soins, j'ai des difficultés de recrutement. On a un turnover infirmier qui est important. Je parle de recrutement paramédical. Hein. À Valbert, il n'y a que des infirmiers. Donc, on a des difficultés de recrutement. On a un turnover qui est quand même assez important. Donc c'est la question de la formation qui, à mon sens, alors ce matin, dans le retour de l'étude Medcare, c'était pas un levier qui avait été identifié comme étant un plus ou un moins, on va dire. C'est un levier, mais c'est pas quelque chose, un critère très déterminant. Moi, je pense que si. En tous les cas, nous, à Valbert, on est attentif à ce que la formation permette de sécuriser les prises en charge des patients, mais aussi des professionnels, et de permettre de proposer des alternatives à l'isolement. Et ça, c'est un sujet qui est récurrent, et on participe à la formation avec Socle Care. L'ensemble des professionnels a bénéficié de la formation Socle Care, et c'est vraiment plébiscité, et c'est vrai que ça a vraiment donné du sens, et ça, c'est quelque chose vraiment qui a modifié les prises en charge et la vision. On se pose même la question, j'en ai discuté tout à l'heure avec le docteur Touarion, il va falloir qu'on continue, hein, parce que ce turnover infirmier va nécessiter de reformer des professionnels de manière continue, et ça c'est un réel problème. Après, moi, en tant que directeur des soins, je participe aussi, je vois qu'il y a la présidente de CEDEL de l'hôpital de Toulouse, on est dans la filière psychiatrie du GHT de Trèves, du GHT Hôpitaux de Provence. On a une réflexion en filière avec, il y a 13 établissements, tous ne font pas de la psychiatrie, mais on a 6 ou 7 établissements avec une activité de psychiatrie. Les directeurs des soins participent à ces réflexions sur des thématiques diverses, et ça c'est extrêmement riche aussi pour avoir une vision territoriale de la santé mentale et des besoins. Par exemple, on travaille des projets ensemble sur la filière, et ça c'est extrêmement riche en termes de qualité de ce qu'on va pouvoir apporter dans les parcours en santé mentale. Et puis ensuite, tout à l'heure on parlait de... Moi aussi je prends des gardes, voilà, comme les autres directeurs. On a aussi cette question du risque. On a aussi à Valbert des sorties non autorisées, des fugues régulières. On a les tutelles qui nous demandent un peu des comptes, mais en tous les cas, on va dire un collectif de direction qui est attentif à défendre cette problématique-là. Dans nos statistiques sur le nombre de fugues sur l'année 2024, en fait, ça peut paraître important, mais ça concerne 4 patients qui sont toujours les mêmes, qui sortent mais qui reviennent d'eux-mêmes. C'est des petites sorties, c'est un retour décalé d'un programme de soins, c'est pas mais c'est vrai qu'avec les tutelles, c'est parfois difficile à défendre quand le préfet ne comprend pas trop pourquoi le patient un jour sur 2, mais voilà, on a une équipe de direction qui est plutôt solidaire et accompagne les soignants dans la défense du moindre recours à l'isolement. C'était le président de CME précédent, de la précédente CME-là, qui disait fermer un service, ça va durer, ça se fait en 1 heure. Le rouvrir, il faudra des années. Merci beaucoup. Vous avez notamment évoqué effectivement votre participation au GHT. Ça fait une bonne transition avec Jean-Yves Maquet. Donc, ce qu'a pu créer effectivement la dynamique qui a pu se créer à ce niveau-là. Donc, parce que vous avez participé avec l'UNAFAM, donc en tant que membre de plusieurs instances, à un mouvement visant à abolir
GHT. Donc peut-être aussi que Valvert, vous me direz quel rôle ils vont jouer aussi dans cette dynamique. Et voilà, comment ça s'est passé, quel levier vous avez utilisé dans cette dynamique-là, et à quel obstacle vous êtes aussi heurté, et où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, très curieux de voir comment tout ça s'est mis en place. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, merci. Bon, alors moi j'ai commencé il y a presque 9 ans maintenant à devenir représentant des usagers dans un hôpital psychiatrique de Marseille, spécialisé en psychiatrie, qui s'appelle l'hôpital Édouard Toulouse. Donc Toulouse, c'est pas la ville, c'est le nom du fondateur de l'hôpital qui était psychiatre à l'époque. Voilà, et dans cet hôpital, quand je suis arrivé, il y avait de la contention, de l'isolement aussi bien sûr, et je me souviens que j'ai été invité par le président de la CME à me présenter, et j'ai posé la question, il y avait une vingtaine de médecins autour de la table, tous psychiatres, si la contention devenait interdite, est-ce que vous seriez démunis? Ben, il y a eu un grand blanc. Et puis il y a eu quelques réponses un peu contradictoires. Et le président de la CME de l'époque, après, m'a dit bah oui, on n'est pas tous d'accord entre nous sur cette question. Bon. Aujourd'hui, je peux vous dire, et c'est un grand plaisir, ça fait 3 ans que la contention a été supprimée dans l'hôpital où je suis représentant des usagers. Et nous avons ici le docteur Aude Daniel, présidente actuelle de la CME, qui nous a donc présenté en... Oui, vous pouvez... Moi, je vais l'applaudir. Elle et toute son équipe, parce que c'est une opération d'équipe, évidemment, elle a su entraîner tous les autres médecins et tous les soignants de l'hôpital pour cette opération d'arrêter la contention dans notre hôpital. Donc c'est au rapport isolement-contention présenté il y a 2 ans, en 2023, celui de 2022, que a été confirmé qu'il n'y avait plus de contention depuis janvier 2022 dans les secteurs. Et on aura bientôt le rapport 2024, mais je crois savoir que nous n'aurons pas de mauvaises surprises et que ça va continuer, comme ça l'a été en 2023, confirmation. Bon, ça c'est l'un des établissements des Bouches-du-Rhône. Il se trouve que nous avons la chance, dans les Bouches-du-Rhône, d'avoir un groupement hospitalier de territoire, un GHT, qui comprend 6 hôpitaux qui exercent la psychiatrie avec soin sans consentement. Parmi les 6 hôpitaux, il y a d'ailleurs le CHU qui lui-même peut se compter en 3 établissements distincts. Donc, 6 hôpitaux, et moi je me souviens, donc je reviens un peu en arrière par rapport à l'actualité d'Édouard Toulouse, il y a 6 ou 7 ans, il y avait un article 84 là, qui était en discussion, qui a changé de numéro après d'ailleurs, qui durcissait les conditions de recours à l'isolement et à la contention. Je me souviens avoir mis à l'ordre du jour de ce GHT, où les représentants des usagers sont invités, isolement-contention, où en est-on? Tour de table de tous les médecins qui sont soit présidents de CME, soit chefs de service de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, et qui ont pu chacun à leur tour dire moi, nous, chez nous, on a toujours fait comme ça, on ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Il y en a pratiquement eu 5, y compris celui d'Édouard Toulouse de l'époque, dont je parlais, même si ça a changé depuis, qui ont dit à peu près ça. Et puis il y en a un, alors c'était Valvert, évidemment, puisque l'hôpital de Valvert est aussi dans les Bouches-du-Rhône, il est aussi à Marseille d'ailleurs. Et là, le président de la CME de l'époque, le psychiatre, le docteur Christian Védy, nous a dit « Moi non, pas de contention chez nous et j'aimerais bien arrêter l'isolement. » Pas de contention, alors il nous a expliqué, et il nous a donné un argument moi, qui m'avait frappé à l'époque. Il m'avait dit « Mais c'est non seulement pour les patients qu'on le fait, mais aussi pour les soignants. Les soignants sont soulagés. » Et il a ajouté une partie des étudiants en médecine qui ne choisissent pas la spécialité de psychiatrie ne la choisissent pas parce que tout ce qui est coercitif les dissuade d'y rentrer. Parce que c'est pas quand on devient médecin, c'est pas pour enfermer, attacher.
c'est pour soigner, mais au sens soin, vraiment, dans l'intérêt du patient. Bref, il nous a fait une intervention tellement forte qu'après, j'ai cherché, chaque fois que j'ai eu l'occasion, à dire dans ce GHT, essayons de voir si on peut avancer vers moins de contention partout. Alors, Valvert a été le tout premier, puisque c'est depuis toujours. Édouard Toulouse depuis 3 ans. Il reste les 4 autres. En septembre dernier, puisque la grande cause santé mentale était en train d'arriver, la 2025, l'année de la grande cause, puisque les planètes semblaient bien alignées, avec la complicité de la présidente du GHT Copil Psychiatrie, qui se trouve être d'ailleurs la directrice de Valvert actuellement, j'ai proposé qu'on cherche au sein du GHT des Bouches-du-Rhône à ce que ceux qui n'ont pas de contention puissent en parler à ceux qui en font et que les bonnes pratiques puissent être transmises les uns aux autres. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu la décision que 2025, il y aurait un groupe de travail soins-consentement qui existait déjà, mais qui serait consacré à voir si on pouvait arrêter la contention dans tous les établissements des Bouches-du-Rhône. Alors lundi, il y a 3 jours, j'ai appris qu'il y avait déjà un 3e établissement qui avait arrêté, un hôpital, et puis un des 3 sous-établissements du CHU. Donc on en est à 3,3 et j'espère bien qu'on arrivera à 6 bientôt. Voilà. Je vous donne pas les obstacles. Alors les obstacles. Alors peut-être un petit détour par le national parce que c'est ça aussi il se trouve que je suis entré au conseil d'administration nationale de l'UNAFAM il y a 3 ans maintenant et que je pilote la commission des représentants des usagers. On assure la formation, les actualités juridiques et puis l'animation du réseau de nos représentants des usagers. On en a à peu près 400 en France. L'UNAFAM, c'est 16 000 adhérents, 2 000 bénévoles. On est un peu dans tous les départements parce qu'on est concerné partout. Nous sortons la semaine prochaine un manifeste pour l'abolition de la contention mécanique en France, dans lequel nous disons, alors on n'est pas les premiers à le faire, il y en a d'autres, il y a eu la JPJA, les jeunes psychiatres et jeunes addictologues la semaine dernière, qui l'ont sorti. On va en faire un de plus, on va le faire avec nos spécificités, c'est-à-dire que d'une part on demande l'abolition de la contention en disant que la loi de 2016 ne va pas assez loin. Le dernier recours, c'est bien de dire ça, mais c'est pas appliqué partout. Loin de là, vous l'avez montré dans votre étude, on s'appuie beaucoup sur votre étude évidemment. Donc ça c'est le premier truc, on demande aux législateurs de prononcer l'abolition de la contention, quitte à ce qu'ils la programment sur quelques années, parce que ça ne se fera pas d'un bout à l'autre en une minute. Bon, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, puisqu'on a un réseau de représentants des usagers très, très dense, on va le mobiliser pour que partout en France où c'est possible, nos représentants des usagers puissent mettre à l'ordre du jour de leur CDU, leur commission des usagers, suppression de la contention quand il y en a dans leur service. Et essayer de reproduire un peu ce qu'on a vécu dans les Bouches-du-Rhône. Chaque fois qu'il y a soit des GHT, soit des regroupements d'hôpitaux psychiatriques, que les bonnes pratiques puissent se diffuser et que ceux qui pratiquent encore aillent voir ceux qui ne pratiquent pas. Alors les obstacles, en quelques instants, les obstacles principaux que moi je vois, au-delà de tout ce qui est culture qui prend du temps forcément à bouger, mais il y a au niveau institutionnel, enfin disons au niveau général, il y a d'abord les ARS, vous en parliez tout à l'heure, bon, elles sont à la fois aidantes par certains côtés, mais elles peuvent limiter et réduire les actions par d'autres. Alors nous, en PACA, on a une ARS où il y a une CRSA, la Commission régionale de la santé et de l'autonomie, où là, à la Commission droit des usagers, on peut discuter librement, faire avancer les choses, les faire adopter éventuellement en CRSA plénière, ça marche bien. À l'inverse, les ARS, alors pas seulement la nôtre, mais beaucoup, qui ont le service soins sans consentement, c'est celui qui pilote les CDSP, les commissions départementales des soins psychiatriques, qui sont des lieux de visite
tous les hôpitaux qui font des soins sans consentement, qui visitent les chambres d'isolement. Bon. Les soins sans consentement dans les ARS, ça demande qu'on constitue les CDSP. Elles ne sont pas toutes constituées et parfois les ARS attendent que le casting soit complet pour publier l'arrêté de destination, ce qui fait qu'on en a quelques-unes en France qui ne fonctionnent pas. Et puis ensuite, c'est très compliqué. Normalement, elles mettent à disposition un secrétariat, elles aident à ce que les rendez-vous, les comptes rendus soient faits. Bon, quand c'est pas fait, eh bien évidemment, ça ralentit le travail de la CDSP, ça peut démotiver les médecins. Alors en plus, comme ils sont très peu rémunérés, c'est pas très intéressant, notamment le médecin généraliste qui prend sur son temps quand il est libéral. Bon, il y a plein de choses que les ARS pourraient améliorer de ce côté-là. Deuxième chose dans les obstacles, moi je dirais je rêve que les données soient beaucoup plus accessibles. Alors, les rapports isolement-contention, moi j'aimerais bien qu'ils soient tous en ligne, au niveau national, pour les 204 établissements que vous avez recensés, ils ne le sont pas. Et puis les chiffres du RINP, mais il faut aller un peu plus loin. Alors vous, votre projet de recherche formidable, vous avez eu accès à des données pour votre étude, mais il faudrait que ce soit disponible tout le temps et que ce soit disponible dans tous les établissements, qu'on ait accès facilement à tous ces éléments-là. Enfin, c'est ça les petites choses. L'obstacle, c'est, oui, d'accord, une information qui ne circule pas, devrait effectivement. Mais merci beaucoup pour ce témoignage qui donne de l'espoir, qui montre, c'est vrai, une dynamique vraiment très intéressante sur l'échelle d'un GHT. Ça a l'air de fonctionner, hein, on avance progressivement, et c'est vrai que c'est un fêtage d'huile. Parmi les autres leviers, on pourrait dire, de la moindre coercition, c'est vrai qu'on a identifié le CGLPL, on l'avait identifié assez rapidement quand on a rédigé le protocole de recherche. Mais c'est vrai que le CGLPL, une instance qui date de 2008, si je ne me trompe pas, vous avez visité aujourd'hui l'ensemble des établissements psychiatriques de France. Il nous est souvent fait état sur le terrain de changements qui ont eu lieu suite à vos visites, notamment suite à la formulation de recommandations en urgence. Du coup, on va aller du côté des établissements qui ont pu vivre, faire l'objet de recommandations en urgence. J'ai noté votre attention effectivement à ne pas être trop stigmatisant, ce qui est effectivement un risque dans ces cas-là, et puis aussi du fait que vous ne prononciez pas nécessairement à situation légale des recommandations, et que c'est vraiment comment l'établissement s'en saisissait. Je ne savais pas que vous aviez cette manière de procéder. Mais du coup, on va voir avec Eric Facra. Donc, vous avez été les premiers presque à faire l'objet de recommandations d'urgence par le CGLPL. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter quels ont été les faits de ces recommandations à ton niveau, au niveau de ton secteur, et sur l'ensemble du pôle de psychiatrie? Est-ce que ça a fait bouger les choses? Si oui, quel levier vous avez activé? Et quels ont été aussi, et quels sont encore aujourd'hui les obstacles de transformation du pôle et des pratiques? Merci. Oui, alors Sébastien, j'ai pas très bien entendu ta question, mais je crois que j'ai bien compris pourquoi tu m'as invité. Effectivement, la situation est un petit peu moins glorieuse à Saint-Étienne. Vous avez dit 8 établissements qui ont fait l'objet. Donc Saint-Étienne, le CHU de Saint-Étienne, fait partie d'un de ces 8 établissements. Je pense que c'est le seul CHU ce jour. Répondre. Donc, effectivement, en 2018, nous avons eu la visite du CGLPL et donc le niveau 1 de recommandation d'urgence, d'être ministre, réponse du ministre contrôleur général de privation de liberté. Alors, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai été vraiment très impressionné par la qualité de la visite, de l'audit, de bilan qui a été fait par le CGLPL. Je pense que vous avez tous eu des visites du CGLPL, mais globalement, vous êtes venus que dans... alors, c'était pas vous, c'était surtout vous, Luc Schuschkeier qui était là à l'époque. Non, il est revenu, mais c'est très bonne nouvelle. Et donc 5 jours dans l'hôtel Ibis à côté du CHU de Saint-Étienne.
a vraiment interrogé tous les professionnels, les usagers, la direction, regarder dans les dossiers, regarder les données, regarder les comptes rendus de la CNE. Et par rapport à beaucoup de visites d'accréditation qui peuvent avoir lieu, qui sont, je trouve, assez superficielles sur base d'indicateurs, vraiment c'était un diagnostic extrêmement précis et représentatif de ce qui se passait dans l'établissement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une force d'avoir une institution indépendante, on a senti l'indépendance, et je pense même que c'est peut-être un garant des démocraties, et je vois comment c'est mis en œuvre. Je dis que c'est indépendant parce que on voit qu'il peut y avoir un certain niveau de connivence entre des institutions qui se connaissent et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et j'aurais peut-être une petite anecdote à dire par rapport à ça, mais peu de temps après qu'il y ait eu le CGEPL qui soit passé, bien sûr, tout l'hôpital était en émoi, on va en parler après, et il y a eu un mouvement de contestation, surtout porté par des soignants qui étaient un peu en perte de sens de leur travail et plus globalement en contestation par rapport à l'organisation au niveau du CHU. Et le directeur général avait fait une rencontre avec l'ARS. La même journée ou dans quelques jours, on va pouvoir avoir des collègues qui vont nous dire bon bah je vous préviens, la prochaine fois, si vous ne l'attachez pas, on ne revient plus. Là, vous imaginez l'angoisse dans laquelle ça met nos équipes, qui ont besoin de ces renforts, quand on leur les menace de ne plus venir pour les aider parce qu'ils ont refusé d'attacher le patient ou de fermer la porte. Ensuite, il peut arriver également qu'on ait des patients qui sont aux urgences ou à l'infirmerie de préfecture de police, parce que pareil, les SPDR repassent par l'infirmerie de préfecture de police, et qui là vont être agités, contenus, et le médecin qui va appeler le cadre de l'unité, va dire voilà, on a un patient contenu, il faut qu'il arrive en chambre d'isolement. Non, en fait, il va arriver chez nous parce que c'est un patient de notre secteur, mais il n'arrivera pas en chambre d'isolement. Et des fois, ils insistent, bah si, vous allez lui trouver une chambre d'isolement sur le secteur, mais vous ne pouvez pas le recevoir autrement. Donc là, ça fait aussi des incompréhensions. Et il peut même arriver, c'est rare, mais ça arrive quand même que le week-end ou la nuit, quand c'est un cadre qui n'est pas notre cadre, que le cadre d'astreinte prenne la décision de mettre le patient agité dans un autre service, sans même demander au médecin d'astreinte du service son avis, parce que quand même il était contenu aux urgences et qu'il ne peut pas arriver chez nous. Le revers, qui est plutôt pour nous facilitateur, mais c'est que quand il y a des patients, à l'inverse, qui sont aux urgences, qui sont sans domicile et qu'il faut leur attribuer un secteur, les collègues des urgences ont tendance à ne pas nous attribuer ces patients très compliqués. Au niveau des collègues médecins des autres services de GHU, il y a une certaine défiance. Alors c'est ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, on entend. Vous êtes le 5e, 6e arrondissement de Paris, c'est des arrondissements faciles. Alors oui, sauf qu'il y a aussi le 7e, le 16e, le 17e, qui sont des arrondissements plutôt chics et qui n'ont pas les mêmes pratiques que nous. Vous n'attachez pas vos patients, mais vous mettez du temps à les récupérer quand ils sont attachés aux urgences, ou vous les envoyez se faire attacher ailleurs. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est des choses qu'on entend. Ou encore, certes, vous ne les attachez pas, mais qu'est-ce que vous les sédatez, mais qu'est-ce que vous leur mettez comme traitement? Bon, ça, quand on a des patients qui passent par d'autres unités qui arrivent chez nous, on regarde leur ordonnance, on ne rajoute pas, on ne doute pas les doses, donc même on ne modifie pas spécialement les doses de traitement, ni dans un sens ni dans l'autre. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, les infirmiers intérimaires qui font des nuits chez nous ont le vécu inverse en disant au secteur 3, les patients, ils ne sont pas traités la nuit. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas traités la nuit, c'est que comme ils ne sont pas enfermés quand ils dorment pas, ils déambulent, et du coup, on a l'impression qu'ils sont moins traités. Les autres, dans les autres services, quand ils dorment pas, on les ferme à clé, comme ça, on les voit pas. Récemment, quand même, il y a un groupe de travail qui s'est mis au niveau de la CME, un groupe de médecins sur les pratiques d'isolement et de contention. Bon, je n'ai pas été invitée au premier, donc j'arrive au second, et les collègues me disent bon, il faudra que tu prépares quand même un petit truc sur comment vous faites au secteur 3 pour vos pratiques. Donc je prépare mon petit topo en me disant ça va être pompeux, je vais paraître pour une donneuse de leçons. Je n'étais pas très à l'aise vis-à-vis de mes collègues quand même. Et finalement, j'étais très étonnée parce que les collègues qui étaient présents ce jour-là, alors qu'ils sont des collègues qui sont intéressés par le sujet dans les autres services, donc quand même plutôt bienveillants, mais voilà, on m'a écouté de façon très sympathique. Et il y en a un qui m'a dit, mais quand même, c'est dingue, on nous demande de faire un groupe de réflexion, alors qu'on a un service
au sein de notre hôpital qui a ces pratiques-là et qu'on ne met jamais en avant, on n'en entend jamais parler. Et il m'a même demandé si vous pouvez venir visiter notre unité. On était plutôt flattés. Ensuite, la question, c'est au niveau de la direction. Au niveau de la direction, c'est simple, on est invisible. C'est-à-dire que c'est jamais mis en avant. Il n'y a pas de reconnaissance spécifique et puis il ne faudrait surtout pas qu'on demande des moyens supplémentaires au niveau humain, des effectifs supplémentaires parce que le service est un peu compliqué et qu'on ne veut pas attacher les patients et qu'on a un nom pour ne pas le faire. Cependant, quand il y a eu une visite de délégation de députés pour aller voir comment c'était l'hôpital Sainte-Anne, bizarrement c'est à nous qu'ils ont pensé. Bon, on peut dire quand même que par ailleurs on n'est pas non plus montré du doigt. On n'a jamais eu de remontrance par rapport à nos pratiques, si parce qu'on n'avait pas attaché ou pas contenu un patient. De même, alors on a les chiffres d'isolement de contention au sein du GHU, on sait que c'est nous qu'en faisons le moins. En revanche, on n'a absolument pas accès aux chiffres de vue, je ne sais même pas si c'est comptabilisé dans le GHU, mais on n'a jamais eu de reproche comme quoi, parce que notre unité était ouverte, on avait plus de vues que les autres, ou qu'on avait un patient en SPDRE, voire même ça nous est arrivé à une reprise, un détenu qui fuguait, même la préfecture ne nous a jamais reproché de fugue. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de champ d'isolement. Régulièrement, on entend parler du fait qu'il faudrait que tous les services aient une chambre d'isolement, que ça va être obligatoire. On ne sait pas trop d'où ça vient, à quel niveau de notre hiérarchie, si c'est au niveau de la direction, si c'est de la RS, etc. On a pris les devants en créant un espace d'apaisement, en se disant voilà, on pourra leur opposer que certes on n'a pas de chambre d'isolement, mais on a un espace d'apaisement. Juste pour conclure, au sein d'un hôpital comme ça, où on est les seuls, on pourrait penser que c'est attractif. Et moi, je suis assez étonnée de voir que finalement, on a autant de mal à recruter que dans les autres services, que c'est pas du tout un facteur d'attractivité, ni sur le plan paramédical, ni sur le plan médical. J'ai jamais rencontré un médecin qui disait ah tiens, vous faites comme ça, moi j'ai envie de changer de service pour venir travailler chez vous. Voilà. Merci à toutes et à tous. On a eu vraiment, je trouve, un aperçu assez général de tous ces leviers institutionnels. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on vous a parlé de notre perspective qui était la nôtre dans Plein Care, d'aller vers l'étude des facteurs favorisants, des leviers, etc. Et là, dans cette table ronde, on a amené la question des obstacles. Et c'est vrai que je pense que c'est parce que le contexte actuel, global, est peut-être pas facilitant pour cette histoire de moindre recours. Et ça nous amène à penser que vraiment, si on veut avancer sur ces questions, il faut que tous les niveaux un peu avancent sur ce sujet-là. Parce qu'effectivement, si on est seul, soit dans un grand hôpital, ou soit effectivement dans une région, etc., à avoir ces pratiques, ça va être d'autant plus compliqué, en fait, effectivement, à déployer. Donc, et c'est vrai qu'on a été surpris, effectivement, de voir ce niveau institutionnel qui pouvait être parfois, effectivement, très défavorable et que c'était quelque part un gageur que d'être moins coercitif aujourd'hui. C'était une lutte, hein, c'était vraiment des prises de risques, etc. On va prendre quelques questions. Combien? 4 5 minutes. 5-10 minutes. Donc, une à deux questions. Il y a la pause en plus. Ouais. Ah. Pour reprendre ce que Justine a pu dire tout à l'heure, quelle est la différence entre une chambre sécurisable et une chambre d'isolement? On n'y coupera pas. En fait, historiquement, chez nous, les patients étaient isolés dans leur chambre, historiquement. Et du coup, ça s'est décalé ou ça s'est sécurisé un peu, parce que c'était pas top d'isoler dans sa chambre, pour des questions de sécurité. Du coup, on a deux chambres qui sont devenues un peu sécurisables, mais en fait, c'est pas des chambres surnuméraires. C'est-à-dire qu'on n'a pas un lieu dans lequel on dit ici c'est l'isolement et c'est un lieu en plus où on fait ça. C'est des chambres, c'est-à-dire quand on est accueilli et qu'on arrive, c'est les premières chambres les plus près du service, et qu'on soit en soins libres, en soins sans consentement, que l'on soit tranquille ou pas, on peut arriver dans ces chambres-là. Donc on essaie de les penser à peu près accueillantes. Ça pose plein de questions, hein, parce que du coup, elles sont quand même un peu moins accueillantes que les autres, elles sont quand même, c'est pas très confortable. Mais on a l'impression que s'obliger ce truc très inconfortable, ou quand quelqu'un est dans cette chambre-là qui est pas franchement sécurisée tout comme il faut, et qu'on est un peu inquiet, et du coup on ouvre rapidement la porte pour aller voir ce qui s'y passe. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à comprendre de notre manière de faire, et que ça permettait de
fermer la porte, c'est facile. Le plus dur, c'est de réouvrir. Et vu que c'est inconfortable, eh ben, on va avoir envie de revenir. Pour faire vite. Une dernière question, au fond. Oui, merci pour toutes ces remarques, ces réflexions alors, je me disais qu'aujourd'hui, on partageait un certain nombre d'objectifs communs, etc. Voilà. Dans le contexte environnant, c'est parfois plus compliqué. Je pense par exemple à la question des fugues thérapeutiques. Moi, j'aime bien la théorie. Voilà, il arrive que certaines préfectures apprécient nettement moins, que certaines directions puissent être convoquées dans certaines situations. Voilà, je pense aussi par exemple aux Jeux Olympiques. C'était pas possible de fuguer, mais c'était pas possible de sortir non plus pour un certain nombre de patients. Je pense qu'à ce que vous décriviez pour les patients en SPDRE, une première sortie avec les soignants, une deuxième sortie avec les soignants, une troisième sortie avec les soignants, une quatrième sortie sans les soignants, une cinquième sortie sans les soignants. Tout ça, c'est noté nulle part, et pourtant, c'est un truc qui dit pas son nom, mais qui est là quand même. Ça s'appelle le sécuritaire. Je me demandais si les résultats des travaux, comment ils étaient portés aussi auprès du ministère, de la DGOS, etc. Comment, quel retour les services du CGLPL avaient pu avoir sur les alertes qu'ils avaient fait pendant les Jeux Olympiques. Enfin, voilà un ensemble de choses comme ça. Pendant les Jeux Olympiques, si j'ai bien, désolé, on a très mal entendu. Pendant les Jeux Olympiques, est-ce que le CGLPL a eu un positionnement? Et s'il y a eu une réponse officielle à la démarche qui a été donnée pour indiquer qu'il y avait très clairement des positions abusives d'entrave à la liberté des patients? Je ne vais pas répondre directement à cette question, mais juste pour dire quand même, au niveau de la préfecture, on a été convoqué à une réunion, on nous a rappelé qu'on risquait des peines de prison quand les gens... Donc oui, il faut être un collège médical, il faut être assis, il faut être solide, il faut avoir le directeur aussi avec nous, et on a des pressions qui existent et qui sont fortes, mais on les prend, parce qu'en fait sinon c'est insupportable. Mais le discours angélique, voilà, on est soumis aussi à ça. Après pour le reste, la règle n'était pas très concernée. Et pour répondre très rapidement, oui, la valorisation est prévue effectivement auprès d'acteurs type ministère, ARS, etc. Donc on va voir ce que ça va susciter.